Alors, merci infiniment pour ces 3 interventions. Merci beaucoup Sylvie, parce qu'au départ, quand on a pensé ce séminaire avec François et avec d'autres, j'avais à cœur, mais ça ne s'est jamais fait, mais c'est pas grave d'avoir des choses à cœur qu'on ne fait pas, qu'il y ait à chaque fin de séminaire quelqu'un qui ne soit pas ni un intellectuel, ni un professionnel du soin, ni un professionnel de quoi que ce soit qui intervienne. Et je voulais qu'on fasse intervenir quelqu'un de la poésie à la fin de chaque séminaire, et puis on n'a jamais pu le faire, et le dernier poète nous a échappé. Donc le dernier poète est grippé, donc il y en aura d'autres, mais... Et je te remercie parce que ton intervention, elle a eu cette fonction pour moi. Et c'est une fonction qui m'est chère, celle de la poésie. Je voulais vous remercier tous les 3 parce que j'ai l'impression, en vous écoutant, d'avoir appris un certain nombre de choses et d'être sortie un peu plus, ou un peu moins idiote de cette heure qui nous a permis de partager, qu'on a partagé tous les 3. Je ne voulais pas intervenir beaucoup après vous 3. Et je voulais reprendre ce que vous disiez, Antoine, de la distinction entre l'environnement et le milieu. Vous l'avez évoqué, puis je crois une partie de votre équipe l'a repris également. J'aimerais terminer là-dessus, parce qu'il se trouve qu'en tant que clinicienne, moi je travaille essentiellement avec des demandeurs d'asile et que la plupart du temps, on nous ferait presque croire que les gens sont sans milieu. Et c'est bien ça le danger auquel nous sommes confrontés en permanence. Et l'une des phrases à laquelle moi je suis confrontée en permanence dans mon travail, que ce soit en tant que psychologue ou même quand je suis sur l'île grecque de Samos en tant qu'autre chose, c'est cette espèce de ritournelle un peu agaçante de les gens n'ont plus rien à perdre. Je crois qu'on entend cette phrase, hein, les gens n'ont plus rien à perdre, puis après tout c'est pas si grave. L'endroit où on les stocke, pour reprendre un terme qui n'est pas le mien, mais qui dit quelque chose du réel, les gens n'ont rien à perdre, donc après tout, ils peuvent continuer de perdre. C'est un peu ça que ça veut dire. Et puis les gens ont tout perdu, ou les gens n'ont rien à perdre, ça sous-entendrait aussi, à mon avis, quelque chose, si on le répète tant, y compris nous en tant que soignants, y compris nous en tant que travailleurs sociaux, en tant que médecins, en tant qu'à peu près tout, si on répète en permanence ce fameux ils ont tout perdu et ils n'ont plus rien à perdre, c'est que peut-être il y a dans ce phrasé quelque chose qui nous arrange. Hein, c'est peut-être intéressant de terminer sur ce qui dérange lorsqu'on travaille sur accueillir. Et si on dit que les autres n'ont plus rien à perdre, ça veut dire aussi que je peux tout faire. Je peux à peu près tout faire et faire la plupart du temps n'importe quoi. Et tout ce que je peux proposer, c'est-à-dire les plats préfabriqués du CHUM, où je travaille à Ivry-sur-Seine, qui sont à peu près immangeables même pour des animaux, les lieux d'hébergement infestés de punaises de lit, de cafards, de souris. Après tout, c'est pas si grave puisque les gens ont déjà tout perdu. Et cette rhétorique de la perte, à mon avis, est un problème. Un problème parce que les gens n'ont pas tout perdu, ils sont partis pour éviter de perdre davantage, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et il me semble, sans connaître la clinique de ce qu'on appelle la grande précarité, mais je me méfie aussi de ces termes écran qui, je ne sais pas tellement ce que ça veut dire. Il doit y avoir un certain nombre de promiscuité intellectuelle et de promiscuité clinique dans ce que je fais, dans ce que font d'autres dans la salle. Et cette rhétorique de la perte, je crois qu'elle nous empêche en particulier de penser ce qu'il est impensable pour nous. C'est-à-dire que l'autre n'a pas tout perdu, mais qu'il résiste à ne pas tout perdre. Là où nous, parfois, nous berçons d'une illusion qui est extrêmement dangereuse, c'est de croire que l'autre serait sans milieu, enfermé dans un environnement. Et aller vers ce milieu, c'est aussi essayer, non pas de faire rentrer quelqu'un dans un UDA, dans un CHUM, dans un CHRS, aussi dégueulasse soit-il, mais essayer peut-être de se rendre compte qu'il existe un autre et un sujet, et non pas seulement essayer de projeter sur lui son désir. Tout à l'heure, Camille Gardès parlait de la question du désir, qui est chère aux psychanalystes, et peut-être qu'il y a dans ce refus du milieu de l'autre, un refus aussi de son désir en tant que sujet. Donc je m'arrête là-dessus, je ne suis pas sûre qu'il faille en dire davantage. Je vous remercie pour votre présence.